Bonjour. Bien, me voilà aujourd'hui avec je me pose une question. Est-ce que ça vous arrive de penser à quelqu'un, puis tout à coup, elle arrive? Ou bien donc, le téléphone sonne, je pensais justement à toi, et puis tu m'appelles. Et alors, il y a des synchronicités comme ça, puis dans le temps, on disait, oh, c'est un addon. Ça fait que là, ce que je voulais vous dire, c'est un addon. C'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé cette semaine, puis j'ai décidé d'y faire face. Alors, c'est un jeune monsieur qui m'appelle puis il me dit, Diane, pourquoi tu n'invites pas Caroline Ouellette? C'est une femme extraordinaire, elle est passionnée, elle est effervescente, puis en plus, elle est jolie. Et puis, elle est très présente. Et elle fait un travail qu'elle adore, elle est très passionnée. Alors, j'aimerais ça que tu l'invites, tu vas être contente. Alors, j'ai dit, bon, on va contenter ce monsieur-là. J'ai dit, je vais aller rencontrer Caroline. Et puis, je vais voir. Puis quand je l'ai rencontrée, là, j'étais vraiment séduite. Elle est vraiment effervescente, comme il dit si bien. Alors, je vous la présente sans plus tarder. Bonjour, Caroline. Bonjour. C'est-tu assez fait, ça? Oui, ça en est même gênant. Tu peux rougir, ça paraît pas trop. Oui, c'est ça, ça fait plus de couleurs à la caméra, c'est parfait. C'est ça. Alors, dans un premier temps, Caroline, j'aimerais que tu me parles de toi. Oui, en fait, moi, je suis quelqu'un de passionné de l'humain, des ressources humaines, que ce soit en entreprise ou dans la vie en général. On demeure aussi sur une ferme agricole, donc tout ce qui est le domaine laitier, la nature et tout, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Donc, c'est ça, majoritairement, là, c'est l'humain, moi, qui m'attire, puis l'amélioration de chacun qu'on peut apporter au quotidien dans notre vie. Bon, c'est parfait. On est d'accord là-dessus, Magère. J'aimerais que tu me parles de la sécurité au travail. Comment es-tu arrivée à pratique? Il ne faut pas que je dise pratico, mais en tout cas, c'est pratico. C'est pratico-pratique. C'est pratico-pratique, oui, c'est ça. Alors, comment es-tu arrivée à cet endroit? Oui, moi, ça fait plus que 13 ans que je suis dans le domaine des ressources humaines et de la santé-sécurité. J'ai étudié dans les deux domaines, puis j'ai commencé en ressources humaines, mais à un moment donné, j'ai eu la passion pour la santé-sécurité qui représente beaucoup la gestion de projet. Donc, on arrive en entreprise, il y a une problématique de sécurité, on trouve une solution, puis on la met en place. Fait qu'il y a ce volet-là qui m'a beaucoup attirée dans la santé-sécurité au travail. Ça peut être autant physique que mental, que ce soit la gestion des surcharges de travail ou autre. Sinon, on y va beaucoup dans le physique aussi, l'ergonomie, les postures, comment bien conduire des chariots élévateurs, des nacelles, les produits dangereux, le cadenassage. Il y en a une tonne. On pourrait passer une journée à parler juste de ça. Bien, c'est ça que je vois. Là. Il y a formation, il y a santé, sécurité, il y a, subvention aussi, ressources humaines. Est-ce que tu fais tout ça, toi, ou si tu es spécialisée dans un domaine particulier? Bien, moi, j'ai eu la chance de toucher à tout ça. Donc, si moi, j'ai un mandat dans l'entreprise pour pratique, normalement, je sais le faire. Par contre, j'aime beaucoup travailler en équipe. Donc, j'ai maintenant bâti une équipe avec qui je travaille. Donc, on est plusieurs dans l'entreprise. Puis, on essaye de se donner les mandats qu'on aime le plus, chacune. Par contre, oui, effectivement, on aide les entreprises à obtenir des subventions pour l'aide en ressources humaines. On fait aussi beaucoup de ressources humaines, implanter des programmes pour des entreprises qui n'en ont pas, que ce soit un manuel d'employés, des directives de travail, comment bien évaluer nos employés, comment on vient structurer notre recrutement pour embaucher quelqu'un. On touche vraiment là, à beaucoup de volets et beaucoup aussi l'accueil, l'intégration et la formation. Comment on va former l'employé quand il va arriver. Ça va être quoi son parcours de A à Z? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Quelles compétences il doit développer? Bref, on fait un peu tout ça. Mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui te passionne davantage? Pour moi, de plus en plus, c'est le coaching individuel de gestionnaire. J'aime beaucoup le contact un à un, bien que j'adore donner des formations de groupe. Je me passionne maintenant à aider les entrepreneurs à atteindre des objectifs, que ce soit un projet en particulier ou de se libérer éventuellement de leurs opérations parce qu'ils vont soit vendre leur compagnie à une relève ou qu'ils veulent se détacher pour pouvoir avoir du temps pour faire d'autres projets. Donc, moi, ça va être vraiment du coaching puis de l'accompagnement de plus en plus individuel, donc avec le gestionnaire en question ou d'autres types de personnes que des gestionnaires, là, mais effectivement.
Mais quelle sorte d'entreprise qui te demande de l'aide? On en a de tous les types. On a des petites entreprises de 2-3 employés qui commencent à gérer des ressources humaines. On a des entreprises de 15, 20, 50, 100 employés. Dépasser ça, ça va être souvent un département RH qui est déjà implanté, mais qui viennent chercher une ressource externe pour une spécialisation, que ce soit de l'équité salariale, que ce soit une politique harcèlement ou un problème de santé-sécurité spécifique. Eux, ils vont venir se chercher une spécialisation pendant un court moment pour régler un problème. Mais le domaine qui se présente le plus souvent, est-ce que c'est plus, je sais pas... J'ai du manufacturier, j'ai du alimentaire, j'ai des services, j'ai des bureaux comptables, j'ai vraiment de tout. Il n'y a pas de limite parce que l'humain est assis dans tout type d'entreprise. Donc, il n'y a pas de type particulier. C'est sûr que j'ai une grande expertise dans le domaine du transport. Donc, pour moi, un client dans le domaine du transport, c'est pas un secret. Mais on a vraiment plusieurs types de clients. Pourquoi c'est pas un secret le domaine du transport? Comment tu fais quand tu reçois quelqu'un dans le domaine du transport, justement, pour l'accompagner dans ses demandes? Puis quelles sont les demandes qui sont... Bien, souvent, dans le domaine du transport, ça va être comment on va bien intégrer de nouveaux chauffeurs. C'est quoi les politiques qu'on va mettre en place pour qu'ils soient conformes s'il arrive un accident ou autre? Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Qui il va devoir appeler? Comment on va lui transmettre les connaissances qu'on a accumulées avec le temps dans l'entreprise quand il est souvent seul pour être dans son véhicule. Donc, il y a des fois certains outils, certains logiciels qu'on peut utiliser pour transférer de l'information où on va bâtir une formation d'accueil, puis on va changer la mentalité pour amener un nouveau chauffeur à avoir une période de formation où il va être à 2 dans le véhicule au lieu d'1, le temps de transmettre le savoir pour qu'après, il soit plus efficace. Ça, c'est un exemple de demande dans le domaine du transport. Puis, l'expérience que moi, j'ai eue dans le domaine du transport fait en sorte que c'est une clientèle pour qui c'est facile pour moi de travailler avec. Pourquoi c'est facile? Parce que j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine du transport pour une grosse compagnie de la région de la Naudière. Ah, vraiment? Mais est-ce qu'il y a des autobus qui sont compris dans ce moi, domaine-là? Moi, personnellement, je n'ai pas eu affaire avec les autobus. Souvent, ça va être géré par des villes ou des grosses organisations, soit gouvernementales ou autres. Donc, ils ont souvent leur propre département ressources humaines. Quand nous, on va aider, ça va être souvent une entreprise qui a 100 employés et moins, donc il n'y a personne en ressources humaines à l'interne. C'est souvent un ou une adjointe administrative ou le directeur qui prend en charge le volet ressources humaines, mais qui n'est pas nécessairement formé pour ça ou qui n'a pas nécessairement 100 de son temps pour bâtir les outils dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'on est mieux quand on a une nouvelle entreprise d'aller te voir pour pas pas avoir de problème? Là? C'est sûr que quand on monte notre coffre à outils RH en commençant, on part sur des bonnes bases. Des fois, on fait malheureusement des mauvais choix d'embauche. Ça ne veut pas dire qu'on a embauché une mauvaise personne, mais elle n'est peut-être pas assise dans la bonne chaise. Donc, quand on développe les bonnes compétences au début pour bien choisir, bien, on peut s'éviter des problématiques ou on peut éviter des déceptions plus tard. Fait que ça peut aider au niveau, par exemple, du recrutement. Sinon, ça peut être juste de challenger le gestionnaire à savoir c'est quoi ses besoins pour faire grossir son entreprise. Qu'est-ce qu'il pense qu'il prévoit avoir besoin comme main-d'œuvre? Comment il pense gérer cette main-d'œuvre-là? Il se voit où dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Et ça peut faire une différence sur autant les choix d'embauche que la façon de gérer notre équipe de travail. Si on aime contrôler nos choses, on va peut-être moins responsabiliser les gens avec qui on travaille. Mais on n'ira pas à ce moment-là chercher un profil qui, lui, va vouloir de l'autonomie, de la gestion de projet, puis être un peu entrepreneur. Parce que cette personne-là va quitter à court terme parce qu'on garde encore trop de contrôle au niveau de la direction. À l'inverse, si on est quelqu'un qui aime ça, responsabiliser les gens, bien, on va aller chercher des profils qui sont déjà prêts à gérer des projets puis qui ont une certaine autonomie. Fait que la vision de l'entreprise est importante à connaître dès le début pour voir comment on veut grandir avec nos employés puis notre équipe. Est-ce que, moi je pense, là, en t'entendant parler, je pense aux femmes qui dirigent ou qui travaillent ou qui sont employées et qui ont de la maternité et qui a des... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'il y a un support?
Oui, en fait, on accompagne l'employeur dans la gestion du congé de maternité éventuel. Des fois, il y a des réductions d'heures. Des fois, il y a des réductions de tâches avant même l'accouchement. Donc, il faut quand même prévoir ça. Où est-ce qu'on va localiser l'employé le temps que ses heures diminuent avant qu'elle accouche? Elle doit revenir au travail. Comment on prépare le retour au travail? Qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui la remplaçait pendant son congé de maternité? Est-ce qu'on la conserve? Est-ce qu'on la relocalise ailleurs? Ou on cesse son emploi parce qu'on avait prévu que pendant la période de maternité de l'avoir? Des fois aussi, il y a des gens qui, en période de maternité, réfléchissent à leur carrière et ne reviennent pas chez l'ancien employeur. Donc, on doit à ce moment-là prévoir de garder la personne qui la remplaçait. Il y a encore malheureusement beaucoup d'employeurs qui, dès l'arrivée d'un congé de maternité, prévoient déjà ne pas reprendre la personne à son retour. C'est sûr que ça, c'est une mentalité qu'on doit combattre. On essaye d'éduquer le plus possible les entrepreneurs sur les obligations légales et tout, mais ça fait encore partie de la réalité malheureusement. Et mettons dans une compagnie, il y a un décès dans la direction. Oui. Est-ce que vous intervenez à ce moment-là aussi? Bien, à ce moment-là, c'est sûr que s'il y a des chocs au niveau des employés, on va souvent aller chercher un psychologue industriel ou quelqu'un spécialisé si on doit gérer le volet émotif ou psychologique de certains employés. Par contre, si l'entreprise temporairement a besoin d'aide pour structurer puis garder la structure intacte pendant le transfert ou autre, oui, on peut soutenir les entreprises dans ce type de mandat-là. Mm-hmm. Eh bien, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des entreprises où il y a des enfants qui sont... De la relève, vous voulez dire? Oui. Oui, souvent, on va arriver avec du 1, 2, 3 générations. On dit souvent qu'à la 3e génération, c'est plus difficile d'assurer la pérennité de l'entreprise. Moi, je pense que ça se prépare. J'ai eu la chance de travailler dans un endroit où ils obligeaient la relève à aller travailler 2 ans à l'extérieur avant d'entrer dans l'entreprise. J'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ça l'amène l'employé, l'enfant, en fait, du gestionnaire, à aller chercher de l'expertise ailleurs, à pouvoir se faire une idée du monde du travail avant de rentrer dans le milieu familial qui, parfois, n'est pas toujours comme la réalité de d'autres entreprises quand il n'y a pas de liens familiaux. Oui. Est-ce qu'il y a de la compétition aussi à gérer dans... Il y a soit un peu de compétition, soit un peu d'incompréhension. Je dirais ça comme ça. Ah bon? Des fois, la personne doit faire sa place. Si on parle, par exemple, de la relève, c'est pas toujours facile pour la relève de faire sa place parce qu'il succède à quelqu'un qui a déjà fait sa marque, qui a sa façon de faire, sa façon de travailler. Et là, il doit arriver avec ses couleurs, en se respectant, mais en même temps, en gardant les règles de ce qui a été établi, puis en changeant des choses, mais avec un certain rythme pour ne pas faire peur à personne. C'est pas évident comme rôle d'être de la relève en entreprise, puis ça se prépare, ça se communique, puis il faut avoir une grande ouverture d'esprit aussi de part et d'autre. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous faites avec la COVID, là? La COVID, c'est sûr qu'on a aidé quand même plusieurs entreprises à structurer leurs mesures d'hygiène, prévoir comment ils vont gérer la circulation dans les bureaux, comment on va réduire les gens qui sont dans des aires communes. On a aussi la gestion du télétravail. C'est sûr que pour moi, dans mon entreprise, ça a été facile parce que le télétravail faisait partie de notre culture. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui, pour eux, le télétravail n'est pas dans la culture. Juste de penser qu'il y a des employés à la maison qui travaillent, ils ont soit peur dans leur valeur de se faire avoir ou que les gens travaillent moins. Fait que ça, c'est une grosse mentalité à changer. Par contre, d'un autre côté, ça a enlevé beaucoup de temps de déplacement, beaucoup plus de satisfaction auprès de plusieurs employés. Donc, il y a ce volet-là aussi qui est très, très positif. Donc, il y a la gestion du rendement à distance, la gestion du télétravail, toutes les politiques, mesures de sécurité, que ce soit au niveau santé, sécurité, travail ou vraiment politique écrite, c'est tous des aspects qu'on a eu à gérer quand même assez rapidement avec l'arrivée du COVID. Est-ce qu'il y a des employés qui sont mandatés, par exemple, pour surveiller ce qui se passe? Moi, d'une façon subtile, là, je ne sais pas si... Oui, j'aime beaucoup me plaire à dire que je n'aime pas le principe de la police. Non. Pour mon sens, à moi, si les gens sont bien responsabilisés, une police ne devrait pas exister.
Non. Donc, même en santé-sécurité, quand je fais des mandats, je ne suis pas une police. Je suis là pour faire comprendre les comportements puis le pourquoi on doit le faire en espérant que ça se fasse et non en voulant surveiller. S'il y a des récalcitrants, bien, ça fait partie des habiletés de gestion, de savoir gérer les cas problématiques ou les gens qui sont réfractaires au changement ou aux directives. Mais l'important, c'est de savoir qu'il y a toujours un pourquoi derrière. Fait que ce que moi, je trouve intéressant, c'est d'aller voir pourquoi la personne ne respecte pas la consigne. Qu'est-ce qui est caché en arrière de ça, puis qu'on peut travailler avec cette personne-là. Et la CSST dans le travail, comment vous gérez ça? Bien, la CNESST, nouvellement changée, est présente en fait dans plusieurs directives, plusieurs obligations des employeurs. Pour moi, je les vois vraiment comme des alliés à qui on peut partager des situations problématiques pour aller chercher des nouvelles solutions. Les employeurs qui voient la CNESST comme quelque chose qui coûte cher ou qui les empêche de travailler, bien, j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus d'ouverture par rapport à ça parce que souvent, on a eu des belles collaborations avec des inspecteurs pour aller trouver des solutions qui sont gagnantes. Malheureusement, il y a certains types d'inspecteurs qui parfois peuvent avoir le statut du policier. Puis ça, encore là, c'est moins gagnant dans les entreprises parce qu'il n'y a pas d'ouverture à comprendre la réalité de l'entreprise. Donc, on a un peu de tout en termes d'humains aussi, autant à la CNSST qu'en entreprise. Moi, par contre, en entreprise, ce que je fais, c'est que j'aide l'employeur à mieux prendre en charge sa santé-sécurité pour que s'il y a une inspection, bien, qu'il soit conforme à peu près à tous les niveaux. Donc, on vient les aider dans l'implantation de plusieurs programmes pour éviter que les machines soient arrêtées, que des gens aient des amendes ou qu'il y ait d'autres problématiques suite à ça. Et ces gens-là qui sont sur la CE, vous dites? CNESST. CNEST. Il faut se mettre à la date. Ils ont rajouté 2 lettres à cause de l'équité. OK, d'accord. Donc, tout change, il faut s'adapter. Je voulais savoir, les gens qui sont blessés, oui. Moi, c'est ça. Alors, les gens qui sont blessés, je sais qu'il y a des, j'ai entendu dire, qui sont surveillés. Bien, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. En fait, il y a 2 types de surveillance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime de la CNESST indemnise quand même assez facilement quelqu'un qui se blesse. Donc, autant l'employeur qui ne veut pas payer pour rien que la CNESST ne veut pas non plus payer pour rien. Donc, quelqu'un qui se blesse, quand on sent qu'il n'y a pas d'abus puis que c'est fait de façon réelle, le dossier va très bien. Quand on sent qu'il y a de l'abus, que les gens cachent de l'information, qu'ils font semblant, qu'ils ont des activités en parallèle au lieu de respecter les limitations qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils soient guéris, c'est sûr que, mettez-vous à la place de l'employeur, on n'aimerait pas ça payer en sachant qu'on paye pour quelqu'un qui triche, comme on dit. Fait que moi, mon mandat, quand je travaille avec quelqu'un qui a des blessés dans son entreprise, c'est de l'amener à bien analyser les blessures, à bien analyser les dossiers et les façons de faire pour essayer de ramener le plus rapidement possible le travailleur en entreprise. Il y a le volet préventif. C'est sûr que dès qu'il y a une blessure, il y a quelque chose à améliorer dans l'entreprise la plupart du temps. Fait qu'on va aussi travailler la cause de la blessure, puis comment on peut améliorer cet environnement de travail-là. Fait qu'il y a le volet administratif du dossier quand il est blessé et il y a le volet préventif pour le avant, comment on peut améliorer tous les risques d'accident possibles. Alors, quand on fait affaire avec Pratique, est-ce que vous êtes mandaté d'être là juste pour certains événements ou vous êtes là à l'année, puis les gens payent un certain montant, puis vous êtes toujours là encore? Comment ça fonctionne au niveau de... On a 2-3 types de mandats, si on veut. On a des mandats pour lesquels on a une banque d'heures d'établis et on a des tâches à faire pour ces heures-là. Donc, à ce moment-là, si par exemple, vous voulez un manuel pour vos employés, que vous voulez structurer votre recrutement, bon, X, Y, Z, on va prévoir le temps que ça prend et c'est ce temps-là qu'on va faire avec vous, soit en accompagnement ou pour préparer des documents qui vont vous servir par la suite. Ça, c'est une façon de faire. On a des employeurs qui vont dire, écoute, moi, je préfère faire affaire avec une firme spécialisée, mais on n'est pas assez gros pour avoir quelqu'un à l'interne à temps plein. Donc, on va, exemple, payer une mensualité puis obtenir vos services pour tant d'heures par mois ou par année. Ah, c'est possible. C'est possible. On va appeler ça un peu plus de l'impartition.
Eux ont une problématique ressources humaines, ils nous appellent, on le prend en charge ou on peut même être installé dans leurs locaux temporairement à une certaine période dans la semaine ou dans le mois. Est-ce que ça se fait quand ils ont plusieurs employés? Mais dès qu'on commence à être proche de 30 employés, je vous dirais qu'il y a souvent beaucoup de problématiques qui se présentent ou de gestion de cas particuliers. Et c'est là qu'ils vont avoir besoin le plus d'aide pour être soutenus. Mais ils ne sont pas tout à fait assez gros pour avoir quelqu'un à temps plein qui est spécialisé là-dedans. Fait que nous, on vient faire le tampon entre la zone de « je suis pas assez gros pour en avoir un à temps plein, mais j'ai beaucoup de besoins puis j'ai pas les qualifications nécessairement ou le désir de m'en occuper. » Puis quelles sont ces problématiques-là là, qui arrivent quand il y a... Bien, on va avoir des cas disciplinaires complexes. Tantôt, on parlait de la maternité. Tout ce qu'on parlait aussi sur les blessures et autres. L'accueil, intégration des nouveaux. Le recrutement. Il va nous manquer beaucoup de gens dans l'entreprise. Comment je vais chercher ces gens-là? Puis si je ne réussis pas, comment autrement je pourrais recruter? Ou quel autre type de personnes je pourrais recruter? Fait qu'on vient soutenir à tous ces niveaux-là. Et le coach, comment ça se passe, le coaching? Oui, le coaching, en fait, ça part souvent d'un besoin précis ou d'une problématique précise ou d'un objectif qu'on souhaite atteindre, mais on ne sait pas trop par où commencer. Le coach, comparativement au conseiller, quand je suis dans mon rôle de conseiller, je vais donner des solutions, je vais proposer des choses, puis je vais dire si c'est une bonne idée ou pas, mais je conseille. En mode coach, j'amène la personne à trouver ses propres solutions. Fait qu'on va amener certaines questions dans les pensées de la personne pour pouvoir la faire réfléchir sur l'objectif. Comment elle va y arriver? C'est quoi ses prochaines étapes? Qu'est-ce qui lui fait peur? Pourquoi elle ne se lance pas? Qu'est-ce qu'elle pense qui lui manque? Fait que c'est vraiment, en mode coaching, ça part vraiment de la personne, les solutions qui vont être trouvées, puis les étapes à réaliser pour atteindre l'objectif. Donc, c'est ça qui est différent un peu entre conseiller puis coach. Puis souvent, le coaching, bien, ça va être des fois à 2 ou 3 personnes aussi. On peut avoir un coach qui va faire un peu de médiation entre 2 parties ou qui va amener un gestionnaire à coacher aussi son employé à se développer. Donc, on peut être 2, 3, un groupe. On peut avoir aussi, j'ai parfois des groupes d'associés ou de dirigeants qui, ensemble, apprennent à communiquer, apprennent à se partager les tâches. Donc, on vient coacher la façon de faire pour que ça se passe bien dans l'équipe. Je trouve ça bizarre parce que dans le temps, on ne parlait pas de coach, mais on parlait de thérapeute. OK. Est-ce qu'il y en a encore ou s'il y en a plus? Bien, c'est pas de la psychologie. C'est sûr que il faut être capable, comme coach, de connaître les limites de l'intervention aussi. Si, par exemple, on fait affaire avec quelqu'un qui a des malaises physiques reliés à trop d'anxiété, la personne a des troubles de sommeil, des troubles alimentaires, de la fatigue chronique, c'est pas avec un coach qu'elle va régler cette situation-là. Donc, parfois, le coaching va être combiné à un aide psychologique. Puis, le psychologue va régler la problématique physique et la problématique psychologique et le coach va amener la personne à changer de direction, agir autrement, voir d'autres options. Fait qu'on va être plus dans le mode action avec le coach que le traitement psychologique là, qu'il va avoir besoin et les deux combinés ensemble peuvent être très bons. Oui. Bon, donc ils sont bien accompagnés finalement, à condition de faire affaire avec pratique. Oui. Et Caroline, parle-moi des subventions. Oui, en fait, les entreprises peuvent obtenir des subventions pour avoir de l'aide en ressources humaines. Par exemple, notre accompagnement peut être subventionné par certains programmes d'Emploi Québec. Ils peuvent avoir des subventions de 50 à 75 tout dépendant des budgets admissibles. Il y a également des subventions, en fait plutôt des crédits d'impôt qui existent pour les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Par exemple, j'ai certains types de postes pour lesquels je peux me faire former dans l'entreprise et l'entreprise peut obtenir des crédits d'impôt parce qu'elle prend le temps de former à l'interne quelqu'un qui va finir avec un diplôme. Donc, ça va amener aussi des diplômes. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, les bouchers, il y a certains types d'opérateurs aussi. Il y a vraiment une liste là, de plus de 30 métiers là, qui est admissible à ce type de programme-là. Il y a d'autres programmes comme Éco-camionnage, qui est des programmes qui donnent aussi de l'argent pour certains investissements au niveau de logiciels et autres, au niveau du camionnage, du transport.
Il y a des subventions qui existent pour le volet formation quand on implante des nouveaux logiciels dans l'entreprise. Il y a vraiment plusieurs types de subventions. Puis, nous, on accompagne les entreprises qui sont à la recherche de subventions, mais liées à l'emploi. C'est sûr qu'il y a sûrement plein d'autres types de subventions, mais nous, on se concentre sur ce qui est lié à l'emploi, ce qui est lié aux entreprises. Et les cultivateurs là-dedans, est-ce qu'ils sont plus présents maintenant? Ou... Bien, c'est sûr que quand ça reste vraiment familial, ils ne sont pas toujours portés à aller chercher de l'aide. Non. Ça commence de plus en plus. Ils ont aussi des réseaux comme AgriService et autres qui les soutiennent aussi par le biais de spécialistes et de subventions aussi. Donc, de plus en plus, les nouvelles générations qui poussent sont plus enclins à aller chercher de l'aide puis du soutien pour avoir des spécialistes autour d'eux. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans toutes ces entreprises-là? Le problème qui est plus récurrent, qui est plus, je ne sais pas, est-ce que c'est possible que ça existe ou c'est tout est... Bien, oui, ça doit exister. Moi, j'aime les défis, fait que c'est sûr que je vois moins facilement ça comme un problème. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est les clients qui vont nous demander notre aide, mais qui ne sont pas ouverts au changement ou qui sont réfractaires ou qui vont pas nécessairement faire confiance au changement. C'est des gens qu'on va accompagner le plus qu'on peut, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Donc, au départ, peut-être qu'il était prêt à changer, peut-être que là, on voit les efforts qu'il faut faire ou ce qu'il faut changer, puis qu'on peut être réticent. Fait qu'à ce moment-là, on l'accompagne, mais ça peut arriver des fois qu'il va y avoir des gens qui vont être un peu plus réfractaires au changement. On respecte ça, puis ils vont revenir cogner quand ils vont être prêts. Parce qu'avec la nouvelle technologie qui change considérablement, ça doit vous faire un travail beaucoup plus... Bien, ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande aussi de changer les façons de faire. Fait que quand moi, quelqu'un me dit « Ouais, mais là, on ne peut pas faire ça, on n'a jamais fait ça » ou « C'est impossible chez nous », bien là, je mets mon chapeau de coach puis je questionne. Pourquoi c'est impossible chez vous? Qu'est-ce que tu penses qui te limite à le faire? Pourquoi tu penses que tu ne serais pas capable? Puis là, je poursuis dans les questions comme ça, puis souvent, on se rend compte que c'était une peur plus que d'autres choses ou une ressource qu'on n'a pas, mais que dans le fond, elle est disponible, c'est juste qu'on ne l'avait pas vue. Fait que je viens travailler ça autrement. OK. Ben, c'est très intéressant. Je vois que j'ai lu ça, puis relu, puis encore, il faudrait que je relise encore, parce que ça fait combien de temps que ça existe, cette pratique, en fait, ça fait 3 ans, sous peu que l'entreprise existe. Moi, c'est sûr que j'ai travaillé ailleurs avant dans d'autres entreprises, comme je vous disais, en ressources humaines ou en santé-sécurité. On n'est pas la seule firme non plus de ressources humaines ou de santé-sécurité qui existe, mais je crois que les entreprises ne savent pas assez qu'ils ont des ressources à l'externe si eux, à l'interne, n'ont pas ces ressources-là. Au même titre qu'on fera affaire avec un avocat quand on en a besoin ou qu'on fera affaire avec un autre service, bien, sachez que les ressources humaines puis la santé et sécurité fait également partie des ressources disponibles à l'extérieur de l'entreprise quand on en a besoin. Pratique est dans la Naudière ou c'est oui. partout? Bien, on est situé dans la Naudière, plus précisément à Berthierville. Par contre, moi, j'ai des clients à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Saint-Sébastien, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, physiquement, on n'est pas limité à aucune région. On a aussi des gens avec qui on travaille qui habitent à des endroits différents. Et puis, le télétravail, les conférences à distance et tout nous permettent d'avoir accès à peu près n'importe quelle région. Certain. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition avec pratique? Moi, dans ma vie, je considère qu'il n'y a pas de compétition nulle part puis qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, s'il y a des gens qui se sentent en compétition... Il y a des différences aussi. Oui, on n'offre pas toujours les mêmes services ou pas toujours la même façon de faire. Nous, on est beaucoup clé en main, pratico-pratique. Donc, on s'arrange pour que quand on donne quelque chose à une entreprise, ça soit utilisable tout de suite. Je me plais à dire que des gros rapports de 60 pages qui ne servent à rien pour mettre sur une tablette, c'est pas utile. Fait que je préfère fonctionner dans le concret, être sur le terrain, mettre mon casque, mes bottes de construction, puis aller voir qu'est-ce qui ne marche pas pour adapter les outils à ce qu'ils ont vraiment besoin. D'accord. C'est vraiment intéressant, Caroline. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et puis, si on parle nouvelle entreprise, commencer sur le bon pied en allant voir. Oui, exact. Puis de ne pas avoir peur de lancer des nouvelles entreprises. En fait, les défis sont possibles partout. Il s'agit juste d'avoir une bonne idée.
Avec le confinement, je suis certaine qu'il y en a qui vont créer quelque chose pour Alors, je l'espère. Alors, ça m'a fait plaisir, Caroline. C'était vraiment intéressant. Puis je vois que tu connais bien ton domaine. Quand même. Il avait raison, le jeune homme, de dire elle est passionnée, elle est effervescente. Puis en plus, il dit elle est jolie. Ben, merci. Il faudra savoir, mais je ne te dis pas qui. Alors, bien voilà, c'est tout cette semaine. Et puis, ça a été très agréable. Alors, probablement que je vous recevrai la semaine prochaine pour recevoir une autre personne intéressante. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.